détonations, un crime qui vont résonner bien au-delà du calme lotissement Bernu au Mont-d'Or. Le jour de la reconstitution, c'est un gendarme qui prend la place de l'assassin de Pierre de Clercq. 19 plombs et un mort. En ce samedi 19 septembre 1981, les indépendantistes kanaks voient tomber l'un de leurs frères blancs. Le secrétaire général de l'Union calédonienne devient le martyr de la cause. Pierre de Clercq, métropolitain de 43 ans, ancien coopérant chez les frères maristes, ancien prof, puis conseiller territorial de l'Union calédonienne. Depuis 1979, il est un des porte-parole des milieux indépendantistes. Quelques jours plus tard, un jeune Européen, Dominique Canon, est interpellé suite au témoignage d'un pseudo-correspondant de la DST, le contre-espionnage français. Stupeur chez les indépendantistes et retentissement national. L'assassinat hier soir à Nouméa de l'un des leaders des mouvements indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, M. Pierre de Clercq, a causé une intense émotion. 23 septembre 1981, la famille du militant indépendantiste débarque à la Tontouta. Dans le même avion, des représentants de l'État, du Parti socialiste, mais aussi une mission spéciale de policiers. Au plus haut niveau de la France, on a compris que cet assassinat allait augurer d'une période de violence et de tension. Au cimetière de la Conception, les leaders indépendantistes se relaient sur sa tombe entre colère et chagrin. Auprès de ses frères kanaks de Nouvelle-Calédonie dans la lutte qu'ils mènent contre le pouvoir colonial. Pendant une semaine, barrages, blocages, violences vont secouer toute la Calédonie. Le tour cycliste arrêté au col de la Pirogue. Circulation bloquée sur les deux côtes. Il y aura même des tirs sur des maisons d'Européens à Canala. Moi, je pense que l'assassinat de Clercq, il a déclenché, il fallait qu'il fasse une action, il fallait qu'il fasse quelque chose contre les Blancs, sans chercher les responsables ni quoi que ce soit. Canala devient le centre explosif de cette violence. Directement visés, les descendants de petits colons sont la cible de pillages, de menaces, de tirs. Canala, une région contrôlée par celui qui a remplacé Pierre de Clercq au secrétariat général de l'UC. TF1 présente ce jour-là aux téléspectateurs métropolitains Éloi Machoro, un militant de terrain, adepte de méthode et de déclarations musclées. Jusqu'ici, l'ordre n'a jamais été donné de tuer les gens parce qu'on veut vivre, on veut lutter dans la dignité, mais on ne veut pas devenir des assassins. Et s'il faut un meurtre pour faire poser, parce que pour faire poser ce problème sur le plan politique, on arrivera à ça. Parole de sang, sur fond d'exaspération, car l'enquête piétine. Pierre de Clercq est désormais le martyr blanc de la future indépendance kanak. L'enquête se révèle être un gâchis judiciaire. D'abord avec la libération du principal inculpé. 10 mois de prison et Dominique Canon est blanchi, puis dédommagé. La Commission nationale d'indemnisation lui versera 2,7 millions. Malgré la mobilisation policière et judiciaire, malgré les manifestations, les comités de soutien, les enquêtes parallèles, l'assassin de Pierre de Clercq ne sera jamais retrouvé. Mais le mal est fait et la justice, définitivement qualifiée de coloniale par les indépendantistes. Quelques mois plus tôt, avec l'arrivée des socialistes et des communistes au pouvoir, l'espoir était pourtant là. En ce mois d'août 81, le Front indépendantiste, qui avait pourtant soutenu l'élection de François Mitterrand, accueille le nouveau secrétaire d'État au Dom-Tom en lui imposant un discours direct, voire vindicatif. Indigènes de ce pays, nous revendiquons le droit à une nationalité, le droit à une patrie qui prend en compte ce fait indigène. Nous voulons que ce droit soit reconnu par la France. Monsieur le ministre,
Enlevez ce drapeau bleu-blanc-rouge qui me cache mon soleil. À Marais, à Lifou, sur la Grande Terre, des banderoles, des doléances indépendantistes, Henri Emmanuelli découvre un pays à cran. Et c'est un ministre plein de certitudes idéologiques qui va mettre les pieds dans le plat lors de son discours devant les élus calédoniens. J'ai vu des choses qui sont, je le répète, difficilement acceptables, et je le répète, des choses qui ont heurté ma conscience d'homme. Je fais allusion à des situations dont il faut bien dire, si l'on cherche les épithètes, et je prends mes responsabilités, dont il faut bien dire que le terme de colonial n'a pas été tout à fait évacué. Les mots qu'il emploie, les expressions qu'il utilise, vont séduire les indépendantistes, bien évidemment, et d'autre part vont inquiéter ceux qui ont toujours été à la tête du conservatisme local. Les grandes puissances d'argent, les grandes maisons de commerce, les représentants du haut négoce, et eux, ils vont être inquiets à la fois par l'idéologie qui transpire du discours d'Emmanuelli, et puis les craintes qui apparaissent quant à la durée, à la longévité de leur système économique, social et politique. Des mots qui font mouche dans un archipel en fièvre. Pour la grande majorité des Calédoniens, le problème n'est pas dans les injustices sociales, dans les relents coloniaux, dans la sourde discrimination à l'égard des Mélanésiens, mais en partie dans le laxisme d'un État dépassé par la réalité calédonienne. Le 11 novembre 1981, la droite et le centre, le RPCR et la FNSC, appellent à descendre dans la rue, à réclamer la paix, la coexistence pacifique entre toutes les ethnies, une fraternité calédonienne, un destin commun. Une manifestation monstre à l'échelle d'un pays. 25 000 personnes, près de 15% des citoyens de l'archipel dans les rues de Nouméa. Deux jours plus tard, comme une réponse, lors de leur congrès, les leaders de l'UC lancent un top 82 décompte pour une indépendance en 1982. Des paroles aux actes, un pays tout entier à revendiquer et toutes les terres à récupérer. Ce dimanche 22 novembre 1981, les téléspectateurs de FR3 Nouméa découvrent la réalité d'une occupation de terre. Dans une vallée de Poya, les habitants de la tribu de Nekliaï et des militants indépendantistes veulent pénétrer sur les terres d'un éleveur de porcs. Plusieurs centaines d'hommes, de femmes, d'enfants veulent ériger une case sur leurs terres ancestrales, récupérer ce foncier auquel ils sont attachés au détriment de Pierre Pajot. Bras de fer sous les yeux des forces de l'ordre. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire la guerre, mais pour exercer ma profession de paysan. Ma foi, la guerre ne m'intéresse pas, et donc je ne me sauve pas, je pars la tête haute et je vais voir ailleurs si des gens sont capables de se comprendre un peu mieux. La rétrocession de ces terres agricoles va crisper les broussards. Une impression d'abandon, d'impuissance de l'État gagne l'intérieur. Je ne laisserai pas faire, je resterai sur ma terre et personne ne viendra m'insulter dans ma maison. Ça, il n'en est pas question. Je ne cherche pas la bagarre, mais qu'on ne vienne pas me la chercher. Je suis prêt à me défendre. Le gouvernement français se veut tout de même volontaire. Deuxième visite d'Henri Emmanuelli. Conscient du risque d'enlisement dans une crise politique et sociétale, il fait voter des ordonnances. Comme une ingérence dans la gestion des affaires calédoniennes, il s'agit d'imposer des orientations politiques au territoire pour réduire de criantes inégalités. On espère que l'application de ces textes aura pour conséquence d'essayer de faire pencher la balance, de rééquilibrer les choses, de revenir à un système plus égalitaire, plus équitable. Et en matière foncière, en matière culturelle, scientifique et technique, en matière de réglementation minière, d'énergie, du crédit et sur les assesseurs coutumiers, on voit bien que le gouvernement socialiste a l'intention
suite au constat d'Emmanuelli, de faire changer les choses de la sorte. La séance est ouverte. Je salue l'Assemblée. En juin 1982, l'avenir de la Calédonie se joue au centre. La FNSC, Fédération pour une nouvelle société calédonienne, soutenue dans sa volonté de réforme par le pouvoir parisien et par des cercles maçonniques, va inverser les tendances. Ces élus, bien que minoritaires, vont renverser la majorité loyaliste qu'ils constituaient avec le RPCR en s'alliant au front indépendantiste. Le gouvernement Tjibaou est né. L'ancien allié RPCR ne décolère pas, dénonce ce cynisme, cette naïveté, un coup de poignard dans le dos. En prenant le pouvoir en 1982, ce gouvernement de coalition avec la FNSC réalise un certain nombre de réformes en profondeur. Et puis c'est lui qui met en place les commissions minières qui étaient prévues dans l'ordonnance sur la réglementation minière, qui met en place le fonds d'électrification rurale qui était prévu dans l'ordonnance sur l'énergie, qui met en place un certain nombre d'outils pour valoriser la culture kanak et puis la conservation de son patrimoine, et puis aussi qui engage des réformes de fond. La création de l'impôt sur le revenu. Bien évidemment que c'était une révolution ici, puisque jusqu'à cette date-là, il n'y avait pas d'impôt sur les personnes physiques. On peut bien évidemment se dire que ceux qui étaient le plus farouchement opposés, c'est ceux qui avaient le plus à perdre pour leurs intérêts propres. Et aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il n'a jamais été remis en cause. Pour protester contre ce renversement d'alliance et accroître sa légitimité démocratique, Jacques Lafleur, le député patron du RPCR, démissionne. Campagne électorale, il sera triomphalement réélu, 91%, le FI boycottant le scrutin. Le 22 juillet, lors de l'examen du projet d'ordonnance foncière, l'Assemblée territoriale devient le théâtre d'affrontements. Irruption en pleine séance des partisans de la Calédonie française. Dehors, malgré les échauffourées, des milliers de Calédoniens se sont mobilisés pour accueillir en direct le rejet du projet d'office foncier. Avis favorable, 14 voix. Avis défavorable, 15 voix. Mais l'histoire est en marche. Et les militants indépendantistes, de plus en plus pressés. À Koné, le problème des terres enfièvre la région. Des propriétés privées sont tour à tour occupées, revendiquées en 82 et 83. Le constat, c'est quoi à l'époque? C'est qu'il y a une majorité des terres qui sont entre les mains des Européens et puis une minorité des terres qui sont entre les mains des Kanaks. Pour le Front indépendantiste, pour les Mélanésiens, vu de leur point de vue, c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Il faut retrouver un équilibre. Même si dans l'ordonnance, on encourage à ce que les différentes communautés du territoire trouvent des éléments d'équilibre pour occuper le foncier, pour faire travailler la terre. Et cette volonté-là du gouvernement socialiste, elle inaugure aussi d'une certaine manière une forme de rééquilibrage avant l'heure. Appartenir à la terre ou la détenir. Ces deux conceptions vont désormais s'affronter physiquement. 10 janvier 1983, la gendarmerie va payer son écho à la violence générale. 2 gendarmes sont tués, 4 autres blessés ainsi que 2 civils dans une embuscade à Coin des 8 Points. Des habitants de cette tribu de la foi, en contentieux avec un exploitant forestier, ont voulu empêcher l'évacuation du matériel des bûcherons. Fusillade sur la piste. Coin des 8 Points, paroxysme d'une spirale de colère. Toujours en janvier 83, à Touo, l'assaut de la gendarmerie par une 50aine de jeunes Mélanésiens. Conséquence du cocktail alcool, frustration et politisation. 3 gendarmes retranchés dans leurs locaux sont obligés de tirer pour faire fuir les assaillants. 13 casseurs seront arrêtés. Loi des séries à Temala, un Mélanésien est tué par balle par un Européen.
Meurtre, suivi d'une nuit d'incendies volontaires et de fusillades entre les deux communautés. En août, à Ouvéa, 3e incendie du relais de Ouassadieu à Fayaoué. 160 millions en fumée et un symbole, l'investissement privé sur terre coutumière qui part en flammes. Le 18 mai, un tout nouveau secrétaire d'État à l'outre-mer reprend le sulfureux dossier calédonien. Georges Lemoine est accueilli à Nouméa par une manifestation bleu, blanc, rouge. 30 000 personnes pour une paix pluriethnique dans la France. La Nouvelle-Calédonie n'est pas coupée en deux, que ce n'est pas nous qui faisons du racisme, mais les indépendantistes. Cette majorité ne peut plus être silencieuse, voire passive. Ce qu'il faut bien comprendre dans le contexte de l'époque, c'est la crainte de voir une partie de la population face à la montée progressive de la revendication indépendantiste, cette crainte de voir partir une partie de la population, soit par la valise, soit par le cercueil. C'est des sentiments qui existent et qui sont très forts à l'époque. Justement, en ce 18 mai 83, on craint des débordements, car 5000 indépendantistes ont aussi décidé de se mobiliser à Nouméa. Deux cortèges vont se défier. Colère rentrée lorsque les manifestations se croisent. Deux pays sur une même terre. Pour déjouer le scénario d'un affrontement ethnique, Georges Lemoine va inviter responsables politiques et coutumiers à se retrouver loin de la poudrière calédonienne. Le gouvernement vous propose de réunir très rapidement à Paris une table ronde faisant le bilan des espérances et des propositions de chacun afin d'aboutir à un nouveau statut de large autonomie interne. Nainville-les-Roches en juillet. Un château en métropole pour édifier une concorde calédonienne. 5 jours de palabres océaniens en vieille Europe. Rendez-vous avec l'histoire. Des travaux et une déclaration finale pour l'abolition du fait colonial, le droit inné et actif des Kanaks à l'indépendance, la reconnaissance des victimes de l'histoire coloniale, descendants de condamnés ou d'embauchés sous contrat. Enfin, la promesse d'un statut d'autonomie interne évolutif. Indépendantistes et centristes de la FNSC semblent pour l'instant s'y retrouver. Jacques Lafleur, lui, refuse de signer, craignant de se faire déborder par l'aile la plus conservatrice du RPCR. Nainville-les-Roches, c'est plus qu'un rendez-vous manqué, c'est une espérance brisée. Pour les uns, la restriction du corps électoral est quelque chose de difficilement compréhensible. Le fait de vouloir calquer le découpage administratif du territoire sur 6 régions coutumières, c'est aussi pour le camp loyaliste quelque chose qui n'est pas admis. Et puis, l'indépendance reste malgré tout le pivot autour duquel les uns et les autres s'affrontent. Pour les deux camps, l'affrontement semble dès lors inéluctable. En octobre à Ouvéa, lors de son 14e congrès, l'Union calédonienne annonce un top 84, l'indépendance pour 84. Les congressistes vont aussi donner des couleurs à la lutte identitaire du peuple kanak. Concours entre les comités de base pour le drapeau de la future patrie, la Kanaki. Les militants de Jelima à Kanala ont dessiné le nouvel emblème qui va rallier ou crisper chaque faction d'un pays divisé. L'étendard séparatiste sera présenté énergiquement un mois plus tard au secrétaire d'État lors de sa 2e tournée calédonienne. La Calédonie est son drapeau et son hymne. Le drapeau du pays kanak. Très bien. À l'image de cet accueil, le nouveau statut d'autonomie proposé par Georges Lemoine va mettre en ébullition les politiques calédoniens.
En cette fin 83, le statut Lemoine va faire l'unanimité contre lui. En juillet 83, on estime que le statut Lemoine, c'est pour les loyalistes un pont trop loin, et puis pour les indépendantistes, une passerelle trop courte. C'est-à-dire que ni les uns ni les autres n'ont obtenu satisfaction sur ce qui fait, quelque part, l'essence même de leur engagement. Et donc le statut est rejeté par une majorité d'élus de l'Assemblée territoriale, et puis il va finalement se dissoudre dans le boycott actif du 18 novembre 84. L'année 84 s'ouvre sur une série de revendications de terre à Vaud et Connay. Le scénario est désormais bien rodé. Une tribu trop à l'étroit sur ses terres, une occupation illégale de la propriété d'un Européen et souvent une case construite pour marquer la revendication. Mais désormais, face aux menaces, aux occupations et aux saccages, les descendants de colons font face. Ce jour-là, à Connay, avec le RPCR et son président, le vieux Roger Larocque en tête, ceux qu'on va désormais appeler les loyalistes, veulent tenir un meeting dans la mairie. Ils vont s'imposer face aux militants kanaks. C'est pas avec les réunions qu'ils vont le faire dans la mairie qu'ils vont nous arrêter les revendications de terre. Est-ce que les comités que vous avez l'intention de créer dans les différents centres de brousse ont l'intention d'aller sur le terrain? Ils ont l'intention d'aller sur le terrain, de se défendre. Ils n'attaqueront pas, mais s'ils sont attaqués, ils sauront se défendre. À Lifou, pas de colons à terroriser, pas de terres à revendiquer. On se déchire entre partisans de la France et de l'indépendance. Ce 14 juillet, les couleurs tricolores ne riment plus avec fraternité. Le 24 septembre, à Nouméa, le Front indépendantiste devient le FLNKS, Front de libération nationale, kanak et socialiste. Il prône la lutte active sur le terrain et la mise en place d'un gouvernement provisoire de Kanaki. L'objectif, c'est d'amener le pays à l'indépendance et de boycotter activement les élections du 18 novembre qui devaient entériner la mise en place des institutions issues du statut Lemoine. Mais c'est surtout un mouvement qui naît d'une désillusion complète. Les indépendantistes n'ont pas obtenu les réformes, les changements que s'était engagé à opérer le gouvernement socialiste des Maurois, etc. Et sur le terrain, la désillusion est grande et les gens vont se lancer corps et âme dans des actions de revendication dures pour obtenir ce qu'ils ont toujours espéré. L'indépendance, au bout du fusil. Dans un pays où plus personne ne s'écoute, chacun va jouer sa partition. En dehors des personnes qui sont invitées, le ministre veut bien... Georges Lemoine s'accroche à son projet calédonien contre la volonté unanime des partis locaux. Il a maintenu les élections du 18 novembre, malgré le mot d'ordre de boycott actif du FLNKS. Georges Lemoine entame alors un chemin de croix calédonien, car il s'entête et pense pouvoir sauver sa solution calédonienne. Mais sa tournée de la dernière chance vire à la pantalonnade. Impossible de discuter dans le chaudron calédonien. Moi, je veux bien signer vos cahiers, la prochaine fois je reviendrai, mais il faut qu'il y ait des éléments de réponse. Moi, je veux bien qu'on me dise, bon, l'indépendance révolutionnaire, mais je veux qu'on m'explique ce que vous entendez par là. Impossible de concilier des positions extrêmes quand le plus grand nombre se prépare à l'affrontement. Le ministre de retour à Paris. L'heure est aux prémices d'une insurrection. Le tour cycliste se fige sur un barrage indépendantiste à Poindigné. Le système colonial a passé des nouvelles. Quelques jours plus tard, le relais d'Amoa est entièrement saccagé par des jeunes mélanésiens. Alcool pillé, gérants molestés, touristes traumatisés, des millions de dégâts. Novembre 1984,
ou la tragédie annoncée. L'État ne peut plus qu'envoyer ses gendarmes mobiles pour essayer de contenir la déferlante de violence. Bientôt et partout, la colère, la peur, le racisme. Le drame calédonien va s'écrire avec le sang de ses enfants.